Pascal Lamy, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau des 15e rencontres économiques d'Aix-en-Provence que vous connaissez très très bien puisque vous participez tous les ans maintenant depuis de nombreuses années effectivement. Fidèle. Les rencontres organisées par le Cercle des économistes et vous planchiez lors de cette édition 2015 sur le travail et la mondialisation. Alors la mondialisation de l'économie, le village monde comme certains l'appellent, est souvent accusé, alors à tort ou à raison, vous allez nous le dire, de tuer l'emploi, de tuer le travail à travers de la compétitivité. Vous avez dirigé l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est une vision fausse, évidemment, selon vous ? Donc, la mondialisation crée et détruit des emplois selon un processus bien identifié par M. Schumpeter à l'époque et par M. Ricardo avant lui. En termes économiques, nous savons que l'ouverture des marchés permet la spécialisation et que cette spécialisation résulte d'une concurrence qui a pour effet d'allouer de manière plus efficace les facteurs de production. Donc en gros, si on regarde ce qui s'est passé sur les 50 dernières années, la mondialisation a créé énormément d'emplois. Il y a des centaines de millions de gens qui sont sortis de la pauvreté grâce à la croissance des économies elle-même nourrie par l'ouverture des échanges, mais il y a aussi des emplois qui sont détruits, et c'est la raison pour laquelle ceux qui profitent de la mondialisation sont pour, et ceux qui en sont les victimes, et il y a des victimes de la mondialisation, sont contre, et en général, ce que montre l'observation, c'est que c'est la capacité des systèmes nationaux, domestiques, de gérer ces chocs, de les absorber, de les prévoir, de les maîtriser, qui fait la différence. Prenez le cas de l'Europe, au moment de la grande ouverture des marchés du textile et de l'habillement, la Suède s'en est très bien sortie, le Portugal pas bien, et ils étaient dans la même mondialisation. Mais donc la mondialisation n'empêche pas la souveraineté des nations, finalement, dans les politiques d'adaptation. La mondialisation efface beaucoup des frontières, et notamment les frontières économiques. Il suffit de regarder la croissance du contenu en importation des exportations dans le monde. Vous prenez le monde en moyenne, il y a 20 ans, les exportations c'était 20% d'importation et 80% de valeur ajoutée nationale. Aujourd'hui, c'est 40%, dans 10 ans ou dans 20 ans, ce sera 60% d'importation et 40% de valeur ajoutée nationale. Bon, donc, l'interpénétration économique va se poursuivre, et le moteur de cette interpénétration, c'est la technologie, en ce qu'elle réduit de plus en plus rapidement le coût, pas seulement la distance, mais aussi le coût de la distance. Donc ceci va se poursuivre. Il reste des frontières qui ne sont plus, au fond, des barrières ou des murs qui protégeaient les systèmes de production de la concurrence étrangère, qui sont des frontières d'ordre réglementaire. C'est plutôt la manière dont on protège le consommateur qui fait frontière aujourd'hui que la manière dont on protège le producteur. Alors justement, dans le cadre de la mondialisation, est-ce que les échanges sont assez régulés aujourd'hui ? Il y a une instance que vous avez dirigée, je le disais, de l'OMC, qui regarde ça de très près, qui gère donc en direct. Est-ce que le monde est assez régulé aujourd'hui en matière économique ? Il y a mieux à faire. Il est, en matière commerciale, mieux régulé qu'il ne l'a été très longtemps en matière financière, à certains égards qu'il ne l'est en matière sanitaire, certainement qu'il ne l'est en matière de migration ou de taxation et de fiscalité. Et donc d'un certain point de vue, l'Organisation mondiale du commerce est en avance par rapport au reste de la gouvernance mondiale. Ça ne l'empêche pas d'être en retard par rapport à ce qui devrait être fait. Si on prend un exemple qui sont la capacité des États à subventionner leurs économies, y compris, le cas échéant, en faussant la concurrence à l'exportation, les disciplines de l'OMC dans ce domaine ne sont pas suffisantes. Et donc là, il y a encore beaucoup à faire. La difficulté étant que des disciplines internationales de ce type ne peuvent résulter que d'un accord entre 180 États-nations souverains et que c'est pas facile. Donc il n'y a pas de recette miracle pour éviter que la compétitivité mondiale ne détruise de l'emploi à outrance. Mais l'ouverture des échanges, encore une fois, crée et détruit des emplois. Elle crée certains emplois, elle en détruit d'autres. C'est
la révolution industrielle au XIXe siècle, simplement, c'est grand modèle et au niveau planétaire. Et encore une fois, l'expérience prouve que les pays qui disposent de systèmes de formation, d'accompagnement, de politique régionale, de politique industrielle, de politique éducative, de redistribution sociale. Mais si vous regardez la carte de la planète, c'est dans les pays où les systèmes sociaux sont les plus sophistiqués que l'opinion est la plus favorable à l'échange international. Ça n'est pas un hasard. La numérisation de l'économie, pour ne pas dire l'ubérisation, donc le passage de l'économie dite traditionnelle à une économie plus digitale, est-ce que dans le cadre de la mondialisation, certaines zones du monde vont en profiter plus que d'autres? On pense notamment à l'Asie, qui sont très, très en avance sur tout ce qui est technologique. Disons, la digitalisation de l'économie modifie le parcours de développement des économies et notamment de tout ce qu'on appelle maintenant les pays émergents. Vous prenez l'Afrique, le fait que le téléphone mobile s'est répandu avant l'étape que nous avons tous connue, qui était de mettre des lignes de téléphone fixe partout, a complètement changé une partie du modèle de développement africain. Bon. Un peu la même chose en Asie. Donc, le passage de l'analogique au digital, la formidable accélération de la réduction des prix sur un certain nombre de services qui sont des services de fourniture d'informations, modifie, accélère, transforme les processus de développement. Aujourd'hui, le Kenya est le pays sur cette terre dans lequel il y a le plus de transactions bancaires par téléphone. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Grande-Bretagne, ce n'est même pas Hong Kong, c'est le Kenya. Pascal Lamy, pour terminer, sur une note d'optimisme, comment défendre aujourd'hui la mondialisation dans l'esprit des citoyens français, des citoyens européens qui en ont une vision, on l'a dit, plutôt négative? Ce n'est pas le cas des Européens, c'est le cas des Français, qui se distinguent, de ce point de vue-là d'ailleurs, nettement de leurs voisins européens. Pour 70% des Français, la mondialisation est un problème, une difficulté, une menace sur le modèle français. Il n'y a aucun pays au monde dans lequel on atteigne un tel pourcentage de réticence. Le deuxième après la France dans le monde, c'est les États-Unis, pour des raisons d'ailleurs de temps en temps qui sont un peu analogues. Bon. Et donc, je ne crois pas qu'il s'agit de défendre la mondialisation, il s'agit, c'est ce que j'essaie de faire à ma petite mesure quand on m'en donne l'occasion, et puis quand on ne me la donne pas, je la prends en l'écrivant, il s'agit en somme d'expliquer ce qui se passe. Il s'agit d'expliquer quelles sont ses forces, comment elles jouent, dans quelle direction elles vont. Je reste persuadé que ce sont nous, ce sont les hommes qui finalement vont décider, mais à condition de bien comprendre ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que je pense que les Français, je l'ai écrit l'année dernière, doivent en quelque sorte recaler leur GPS qui n'est pas bien réglé. Donc faire de la pédagogie. Merci beaucoup Pascal. Je vous en prie.